Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour. Le duc de Bourgogne, promesses et mirages du petit-fils de Louis XIV, livre écrit par Jean de La Rochefoucauld et publié chez les excellentes éditions Perrin. Aujourd'hui, il est moins connu que sa femme, Marie-Adélaïde de Savoie, coqueluche d'un roi soleil vieillissant, mais Louis de France, duc de Bourgogne, incarna, portant à son époque, l'espoir de tous ceux qui militaient pour une réforme de la monarchie. Je dois vous le dire d'emblée, j'ai vraiment apprécié cette biographie consacrée au duc de Bourgogne parce que j'ai beaucoup appris à la fois sur ce personnage et également sur l'époque. Et cet ouvrage permet de vraiment comprendre les jeux de pouvoir à la cour de Louis XIV et également les grandes affaires internationales parce que son frère deviendra, comme vous le savez certainement, roi d'Espagne, hein, le duc d'Anjou deviendra Philippe V d'Espagne. À l'apogée de sa puissance, Louis XIV manifeste ainsi avec éclat, en créant duc de Bourgogne, son premier petit-fils, fils aîné du dauphin, dès sa naissance le 6 août 1682, la prééminence de la France en Europe et le rattachement définitif et complet au royaume d'une province qui, 2 siècles plus tôt, avait gravement mis en péril son unité. Ce choix symbolique, inédit pour un héritier direct de la couronne, frappe alors par sa singularité. Un témoin de l'époque, le marquis de Sourches, indique par exemple que les Bretons eussent espéré que l'enfant se nommerait le duc de Bretagne, parce que c'était un des articles du traité qu'ils avaient fait avec les rois quand ils s'étaient donnés à la France. Alors sur la couverture, hein, vous le voyez, il y a un beau tableau, et il y a une explication qui est également intéressante que je vous lis. Accroché aujourd'hui à Versailles dans le salon de l'Abondance, le portrait le plus célèbre du duc de Bourgogne, peint pour l'essentiel en 1702 par Rigaud, dans un décor de Parocel, livre quelques premiers indices. Revêtu du cordon de l'ordre du Saint-Esprit, portant une armure, la main gauche à la paix et la droite désignant au loin la ville de Nimègue, Louis de France y apparaît pour sa première campagne, l'été de ses 20 ans, en prince et en commandant. D'abord impressionné par l'attitude d'autorité du général de l'armée de Flandre, l'observateur est vite attiré par la physionomie du personnage, particulièrement expressive. De l'exubérance de la chevelure ressortent comme par contraste la fermeté des traits et l'intensité du regard, résolu et doux à la fois. Mystérieusement, l'air de décision du prince s'accompagne d'une certaine distance, comme si ses préoccupations l'emmenaient ailleurs, comme si malgré tout son talent, l'artiste ne pouvait l'enfermer dans sa toile. Alors l'enjeu du livre, il est clair, les enjeux du livre sont clairs, et ils sont très clairement expliqués par l'auteur dans son introduction où il écrit puisse ainsi le personnage figé par le pinceau de Rigaud quitter le temps d'un livre sa pose hiératique et s'animer pour reprendre toute sa place entre son grand-père, Louis XIV, et son fils Louis XV. Les deux imposantes figures qui le relèguent dans les ombres de la galerie de tableaux de l'histoire de France. Puissions-nous retrouver dans sa complexité, au-delà du modèle immortalisé par les artistes de Versailles, au-delà des fantasmes auxquels ont donné lieu depuis sa mort les suppositions accolées à son nom, l'être de chair et de sang, ses angoisses et ses souffrances, ses délassements et ses attachements, ses plans et ses espérances. Alors c'est vrai que beaucoup ont parlé à l'époque de la naissance du duc de Bourgogne, d'une naissance providentielle, et l'auteur justement commence son ouvrage par une naissance providentielle, parce que la dimension exceptionnelle de l'événement, perçue comme une bénédiction, un don du ciel accordé aux Bourbons, n'échappe à personne. Pour la première fois depuis François Ier, coexiste un roi de France, son fils et le fils de celui-ci. Intéressant. Alors bien évidemment, vous allez découvrir le contexte familial, social, que vous connaissez certainement si vous vous intéressez au grand siècle. On y découvre donc l'enfant, ses parents, le cadre dans lequel il a vécu, euh, sa nourrice, ses précepteurs, et également une anecdote très intéressante concernant l'édification de l'enfant. Des mises en scène soignées concourent également à impressionner le prince pour l'édifier. Fénelon,
convoque à cette fin les auxiliaires les plus divers, comme ce menuisier dont le petit garçon observe un jour de près les outils. Feignant d'être dérangé, l'artisan demande au prince de s'en aller avant de menacer de le frapper. L'enfant se réfugie apeuré auprès de son précepteur, qui lui explique à quelles extrémités peut mener la colère d'un homme troublé dans son travail. Alors bien évidemment, hein, vous l'avez compris, hein, ce sont bien évidemment des mises en scène pour que l'enfant grandisse en vertu, en compréhension du monde, en intelligence d'esprit, en intelligence de situation. Donc on voit qu'il a eu une enfance plutôt heureuse, une éducation riche, variée, complète, notamment avec une dimension du grand air. Il devait prendre le grand air. On découvre également les matières et les méthodes d'enseignement. Et avec son précepteur, Fénélon, s'ouvre également une grande page euh, intellectuelle, faite de rivalité avec Bossuet. Donc là aussi, c'est intéressant parce qu'on voit également tout le contexte intellectuel, également religieux, avec toutes ces querelles liées au quiétisme, et plus tard, les grandes querelles théologiques, philosophiques et même politiques avec le jansénisme. Donc le duc de Bourgogne, il est donc le petit-fils de Louis XIV, et donc son père, le grand dauphin, lui appelé le petit dauphin, et donc est appelé à régner un jour. Et ce qui est intéressant et également troublant, c'est que Louis XIV est en vie, il a un fils, un petit-fils, et il y a déjà des gens qui se projettent très très loin, parce qu'il y a une petite cour qui se forme au duc de Bourgogne. Et en fait, c'est intéressant parce que à la cour, il y aura quasiment trois parties. Donc, il y aura l'ancienne école avec Louis XIV, celle qui prépare le règne d'après autour du Grand Dauphin, et enfin ceux qui préparent encore le règne d'après avec le duc de Bourgogne, et notamment le fameux Saint-Simon. On voit également les rapports avec son père, le Grand Dauphin, un rapport plutôt distant, plutôt pas des rapports père-fils qu'on peut connaître dans notre époque. On voit vraiment que son père était plutôt distant. Même sa mère apparemment avait des préférences pour le duc de Berry. Donc cette biographie nous emmène également, on le voit à la guerre, on le voit dans son quotidien. Alors ce n'était pas un grand stratège, c'est ce que beaucoup disent. Michelet l'allume sur ses piètres qualités militaires. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'il était là pour observer, et il a été mis sous tutelle de généraux, et notamment de Vendôme. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait d'erreur, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, Jean de la Rochefoucauld, rappelle bien tout le contexte. Et en fait, encore une fois, on ne peut pas juger euh, très clairement la valeur du duc de Bourgogne si on ne prend pas en compte différents éléments. Avec le duc de Bourgogne, c'est également toute la deuxième partie du règne de Louis XIV qu'on voit, et notamment cette grande affaire de la guerre de succession d'Espagne, qui va faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois que le petit frère donc, du duc de Bourgogne deviendra roi d'Espagne sous le nom de Philippe V, ils vont continuer à échanger, ils vont continuer à se donner des conseils, et on voit vraiment l'attachement fraternel qui existe entre ces deux princes de la Maison de France, dont un deviendra roi. Et là aussi, c'est vraiment très intéressant. On découvre également que Louis XIV avait demandé au grand dauphin et au petit dauphin qu'après sa mort, il garde auprès de lui ses bâtards légitimés, le duc de Maine. Donc là, l'histoire par Jean de la Rochefoucauld est très bien décrite, il y a beaucoup d'émotions. En tout cas, on sent l'émotion de Louis XIV. Il demande vraiment à son fils, ses petits-fils, de les garder près d'eux. Mais bon, après, voilà, on sait ce qu'il en est de l'histoire. Et il faut aussi préciser que le duc de Bourgogne, il a été vraiment conscient de ses devoirs. Il a eu la volonté de bien faire. Certains ont même dit à l'époque que s'il avait régné, il aurait pu être un nouveau Saint-Louis. Euh, on voit également que Fénélon a une vraie importance sur le duc de Bourgogne. Malgré sa disgrâce de Fénelon, le duc de Bourgogne gardera un attachement pour Fénelon. Et là aussi, il y a plein d'histoires quand justement le duc de Bourgogne va à la guerre. Il passe par Cambrai, mais comme il est en disgrâce, il ne faut pas que le petit-fils de France voit son ancien précepteur, mais il veut quand même le voir. Il y a tout un jeu de pistes, de mécanique qui se met en route. Et c'est vrai que certains auteurs ont dénoncé de manière un peu excessive ce qu'ils ont appelé eux ses scrupules religieux, son caractère faible et influençable, son rôle important, on va dire,
dans la défaite militaire de Donard en 1708, et puis également le fait que beaucoup d'auteurs, notamment les auteurs républicains, l'ont enfermé dans des préjugés aristocratiques qui ont contribué à façonner une mauvaise image, c'est-à-dire un bigot, mauvais chef, faible, influençable. Et donc c'est dans cette biographie exemplaire, Jean de La Rochefoucauld, justement, il donne à ce personnage toute la place qui est la sienne, qui doit être la sienne, au-delà des légendes et des caricatures. Le duc de Bourgogne, promesses et mirages du petit-fils de Louis XIV, chez les excellentes éditions Perrin, lisez-le, vous ne le regretterez pas. Et une fois que c'est fait, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé.